Nous voici de retour pour le second volet de cette séance. Donc, nous allons écouter maintenant Sylvaine Camelin. Donc, Sylvaine, je te présente avant de te donner la parole. Sylvaine, tu es maîtresse de conférences en anthropologie à l'Université de Paris-Nanterre. Le terrain de tes premiers travaux est moyen-oriental, hein. Tu as travaillé en particulier sur les pêcheurs puis les migrations yéménites, en prêtant attention à la manière dont ces migrations engendrent des reconfigurations familiales qui ont des répercussions sur la position des femmes et des enfants. Je signalerai entre autres publications dans ce domaine Pêcheurs du Yémen, organisation et transformation d'une communauté de pêcheurs de la côte de l'océan Indien, paru chez Maisonneuve et Larose en 2006. Sur un plan plus général, tu as publié avec Sophie Houdard le que sais-je sur l'ethnologie en 2010, qui a été réédité en 2018. Et tu poursuis aujourd'hui ta réflexion sur les familles en travaillant sur les placements judiciaires des enfants confiés à l'ASE de Paris. Et tu es membre du projet AMR d'Hervy et, comme telle, co-organisatrice de ce séminaire. Parmi tes publications sur les mineurs de l'ASE, je mentionne ton article paru dans la revue L'Homme en 2019 intitulé « Une hospitalité sous contrôle, les assistantes familiales et l'accueil des mineurs en France ». Alors, je te donne la parole pour une intervention que tu as intitulée « Entre secret et prudence, la gestion des informations personnelles dans la prise en charge des enfants confiés à l'ASE ». À toi, Sylvaine. Merci beaucoup. Alors, j'ai rapproché le routeur de mon ordinateur et j'ai interdit toute connexion aux autres membres de la famille. Donc, ça devrait aller. S'il y avait un souci, je passerai par mon téléphone, mais je pense que ça devrait être bon. Merci pour cette présentation. Très rapidement, effectivement, il s'agit d'un travail qui est en cours. Je suis actuellement en train de rédiger sur ce terrain que j'ai effectué principalement entre 2016 et 2019. Donc, je vais juste revenir brièvement sur les conditions en fait, de ce terrain pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'aide sociale à l'enfance. J'ai travaillé dans un SAF. Je vous donne les acronymes parce qu'on ne parle que par acronyme. Donc, un service d'accueil familial qui est une structure en fait qui rassemble des familles d'accueil et qui accueille les enfants pour ensuite les confier aux familles d'accueil. Dans la ville-département de Paris, il y a 9 centres, un seul intramuros, 5 en banlieue parisienne et 3 en province plus éloignée, à 2h30 ou 3h de Paris, entre 2 et 3 heures de Paris. Avant de débuter mon intervention à proprement parler, je voulais juste préciser quelques petits points qui permettent de comprendre un peu le cadre de l'enquête et l'étude qui en découle. Je reviendrai donc brièvement sur l'aide sociale à l'enfance, puis sur les SAF et le métier d'assistante familiale. Donc, sur l'aide sociale à l'enfance, de rappeler que depuis les lois de décentralisation de 1980, les services de l'aide sociale à l'enfance dépendent des départements, ce qui implique donc que les pratiques et les modalités d'accueil peuvent varier d'un conseil général à l'autre, tout en restant évidemment strictement dans le cadre de la loi. Le cadre du droit spécifie qu'en France, un mineur peut être confié à l'aide sociale à l'enfance, soit par décision judiciaire, d'où ma question de tout à l'heure, soit dans le cadre d'une mesure administrative. Donc, en fait, dans le premier cas, c'est le juge des enfants qui, sur la base de rapports sociaux, estime que l'enfant court un danger dans sa famille et qu'il va... Alors, il a plusieurs possibilités. Le dernier recours, qui est celui auquel moi je me suis intéressée, c'est qu'il peut ordonner le placement, c'est-à-dire de retirer l'enfant à sa famille et de le confier physiquement à l'aide sociale à l'enfance, y compris contre la volonté de ses parents.
Et dans le second cas, ce sont les moments où un parent ne peut plus s'occuper de son enfant et le confie directement à l'aide sociale à l'enfance. C'est des cas qu'on voit souvent pour des mamans célibataires, par exemple, qui doivent être hospitalisées ou qui sont en fin de grossesse et vont accoucher et n'ont personne à qui confier les enfants qu'elles ont par ailleurs. Donc, le temps de l'accouchement ou le temps qu'elles se rétablissent. Dans les deux cas, et sauf décision contraire du juge, ce qui est assez rare finalement, le ou les parents conservent l'autorité parentale sur l'enfant. Et donc, une fois que l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, il peut être pris en charge en collectivité, dans des lieux de vie, dans des foyers ou en pouponnière, s'il a entre 0 et 3 ans, ou en famille d'accueil. Alors, dans l'idéal, c'est un peu en fonction de son histoire, de son parcours, de ce qu'on peut comprendre de ses besoins. Plus prosaïquement, c'est aussi en fonction des places disponibles. Et il y a un logiciel centralisé qui s'appelle Hugo. Et donc, en fait, toutes les places disponibles se trouvent sur Hugo, que ce soit les places en lieu de vie collective ou les places en famille d'accueil. Et donc, en fait, voilà, on cherche où est-ce qu'il y a une place pour un enfant avec tel profil, de tel âge, de tel sexe, etc. Les services d'accueil parisiens, alors c'est une particularité du département de Paris. Dans la plupart des autres départements, l'aide sociale à l'enfance est en lien direct avec les familles d'accueil. C'est l'aide sociale à l'enfance qui gère le recrutement des familles d'accueil et qui confie l'enfant aux familles d'accueil. En région parisienne, enfin à Paris, pardon, c'est différent puisque à Paris, l'aide sociale à l'enfance, quand elle décide ou quand il y a une place auprès d'une assistante familiale, va passer par un intermédiaire supplémentaire qui est le service d'accueil familial. Et c'est dans un de ces services, principalement en banlieue parisienne, que j'ai fait l'essentiel de mon enquête avant de faire un séjour comparatif en province et puis une petite incursion dans le centre parisien de Paris intramuros. Néanmoins, en confiant l'enfant à un service d'accueil familial, l'ASE conserve ses prérogatives et son droit de regard sur le devenir et l'évolution de l'enfant. Et donc, le service de placement familial doit tenir informé l'ASE, le service de l'ASE, de l'évolution de l'enfant. Et là, on a un doublon qui se crée puisque un travailleur social référent est désigné par l'ASE pour la famille. Et donc, il agit et il parle au nom de la famille et pour la famille, pour le bien-être de la famille, l'équilibre familial. Alors que, et quand l'enfant arrive en SAF, à nouveau, on désigne un travailleur social qui va être le référent de l'enfant, ce qui, vous pouvez l'imaginer, j'y reviendrai, peut créer un certain nombre de tensions entre cet intérêt du travailleur social qui est centré sur l'enfant dont il s'occupe exclusivement et l'aide sociale à l'enfance qui veut et qui tient à ce que cet enfant soit remis en fait dans une dynamique familiale. Et très rapidement, évidemment, tout cela est complexifié parce que autant d'enfants placés en accueil familial, autant de référents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un référent pour une fratrie, mais si 3 enfants, comme le cas que je vais vous exposer, arrivent au placement familial, alors il y a 3 travailleurs sociaux différents, chacun va s'occuper d'un enfant, plus un travailleur social pour la famille à l'ASE. Et donc là encore, une fois de plus, finalement, c'est le service d'accueil familial qui va choisir une famille pour lui confier l'enfant. Là aussi, dans l'idéal, en fonction de tout un dispositif d'attention à l'enfant pour qu'il soit placé au mieux et que son insertion dans l'espace familial de la famille d'accueil se passe bien. Plus prosaïquement, quand on n'a pas de place, on pousse un peu les murs des limites qui ont préalablement été exposées pour faire rentrer l'enfant dans la famille. Donc une famille d'accueil, c'est une famille qui est constituée d'une assistante familiale, qui est la personne à laquelle on confie expressément l'enfant. C'est elle qui reçoit un salaire, qui est payée pour ce travail-là et qui signe un contrat spécifique pour chaque enfant
avec le service d'accueil familial. Elle est donc responsable de l'enfant, mais elle appartient à une famille. Et donc, cette famille d'accueil, c'est à la fois l'assistante familiale, mais aussi tous les membres de sa famille qui vivent sous son toit, son conjoint, ses enfants, éventuellement un parent autre, mais qui doit figurer sur le contrat que l'assistante familiale signe avec le service. Très brièvement, pour devenir famille d'accueil, il faut préalablement obtenir un agrément de la PMI, la protection maternelle et infantile, qui délivre un agrément conditionné. Alors, c'est des agréments qui sont valables pour une durée de 5 ans. Au départ, c'est un agrément pour un enfant, et puis on peut demander un agrément pour 2 enfants, et puis on peut demander un agrément pour 3 enfants, jusqu'à 3 enfants, avec cette exception qui fait que quand c'est un couple qui exerce la même profession au même domicile, il peut y avoir jusqu'à 6 enfants accueillis. Plus, là aussi, on pousse les limites du droit. Quand on a un besoin urgent, en accueil relais ou je ne sais quoi, on va demander à la PMI une extension de cet accueil pour pouvoir, pour un temps donné, se voir confier un enfant de plus, en plus des 3. Et dernier point, depuis 2006, il existe un diplôme d'état d'assistante familiale. Elles ont été nommées nourrices jusqu'en 1994, je crois, puis sont devenues des assistantes maternelles. Et puis ensuite, il y a eu une distinction entre les gardes de jour et les gardes à temps plein, donc les assistantes familiales qui ont changé de nom à ce moment-là. Depuis 2006, il existe un diplôme qui est délivré après un cycle de 300 heures d'enseignement, ce qui n'est pas rien. C'est une formation qui est financée par l'administration, mais qui ne peut commencer qu'après le premier contrat signé. Et donc, la réalité fait que très souvent, en fait, les assistantes familiales commencent à accueillir un enfant et accueillent un enfant pendant plusieurs mois, parfois jusqu'à 18 mois, avant même de commencer à recevoir une formation. Donc, ça veut dire que le début de la formation est toujours postérieur à l'accueil du premier enfant. Donc, tout ça pour dire que autour de la prise en charge d'un mineur dans une famille d'accueil, on a une organisation, un ensemble de structures extrêmement complexes, éclatées et situées à différents niveaux. Très rapidement, on peut renommer des parents, bien évidemment, qui conservent le plus souvent leur autorité parentale, un juge qui prend les décisions, et puis l'ASE elle-même constituée d'une équipe pluridisciplinaire, et enfin le SAF, le service d'accueil familial, lui aussi constitué d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, dans ces 2 espaces que sont l'ASE et le SAF, on a une structure hiérarchique extrêmement prégnante. Pour les SAF, on a un bureau central qui coordonne l'ensemble des SAF parisiens. Dans chaque SAF, il y a une équipe de direction, puis une équipe de travailleurs sociaux, 1 ou 2 psychologues et des assistantes familiales. Tout ce monde-là rassemblé autour de l'intérêt d'un seul enfant. Parfois, ça fait beaucoup de gens finalement qui s'intéressent à un enfant. Évidemment, il y a aussi des équipes administratives et de gestion, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas notre propos. Ce qui m'intéresse dans tout ça et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la question de la circulation, de la retenue, de la rétention, de l'absence de circulation d'informations qui concernent les mineurs pris en charge. De fait, dans ces différents espaces, il s'agit toujours, généralement avec beaucoup de bienveillance et de bonne volonté, de comprendre pour tenter d'agir au mieux. Et donc, la question de la parole, de la connaissance, de l'accès aux informations concernant un enfant ou un mineur constitue un enjeu fondamental. Et en ce sens, cette institution ne se pose pas en génératrice de secrets, mais plutôt se présente comme un lieu protégé et protecteur dans lequel, d'une part, l'histoire du mineur sera consignée afin de permettre aux travailleurs sociaux une prise en charge la plus adaptée possible, et d'autre part, un espace dans lequel le mineur pourra lui-même déposer une partie de son histoire ou toute son histoire, éventuellement des secrets douloureux,
afin de pouvoir mieux avancer dans la vie. Donc, en accueillant ces paroles, ces confidences, en lisant ces rapports, en lisant ces synthèses auxquelles les uns et les autres ont ou n'ont pas accès, ou ont accès de manière retardée dans le temps, il ne s'agit jamais pour les différents intervenants de se fabriquer en secret ou d'accéder à un secret, mais plutôt d'accéder à une connaissance afin de mieux protéger la vie privée de la personne, donc du mineur dont il est question. La question qui se pose donc en permanence pour chacun, c'est de déterminer les frontières de la protection et de l'assistance. Dans cette démarche, généralement, deux dimensions sont invoquées. D'une part, le secret professionnel et d'autre part, le secret partagé. Si on regarde un petit peu du côté du droit, le secret professionnel est quelque chose qui est clairement défini et qui concerne en fait le monde médical. Le secret partagé, en tant que tel, juridiquement, n'existe pas, mais très rapidement, je me suis rendu compte que dans les services sociaux, l'usage qui est fait de ces deux notions déforme finalement le droit. Et on constate sur le terrain que le terme de secret professionnel permet aux travailleurs sociaux d'opérer une distinction entre l'initié et le profane. Le lieu commun, très souvent entendu, est d'invoquer le secret professionnel, la confidentialité. On va le rappeler de manière assez formelle, par exemple à l'ethnologue qui débarque et qui va passer du temps dans le service et assister aux réunions. On le rappelle aussi aux stagiaires, que ce soit un stagiaire de 3e ou un stagiaire en formation à l'un des métiers de l'aide sociale. Et puis, par ailleurs, la direction centrale va régulièrement envoyer des notes de service pour rappeler l'importance et la nécessité du secret professionnel, ou enfin, dans des réunions annuelles ou dans des rencontres au sein du SAF avec des assistantes familiales, on va organiser un point d'information ou un point de rappel d'information sur le secret. Dans cette démarche-là, le leitmotiv, c'est que rien ne doit sortir à l'extérieur. Et donc, on rappelle, on donne des exemples, hein, comme souvent, on procède par exemple, on ne parle pas aux mamans, aux autres mamans, aux mamans à la sortie de l'école, on en dit le moins possible aux enseignants, et très souvent, ça se réduit à signaler que l'enfant vit en famille d'accueil, et dans un nombre courant de cas, quand l'enfant ne pose pas de problème à l'école, très souvent, les enseignants apprennent par hasard, parfois au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, que l'enfant est en famille d'accueil parce qu'il y a une réunion, une rencontre parents-prof et que là, on parle de votre fils et du coup, on est bien obligé de dire bah non, ce n'est pas mon fils, en fait, il est placé chez moi. Donc, les enseignants le moins possible et on ne dit rien de la vie de l'enfant à ses amis, à sa famille. Alors là, déjà, tout de suite, hein, on voit les recommandations qui arrivent du bureau central et puis la réalité de la pratique du quotidien. Sa famille, bah, c'est aussi son conjoint. L'enfant, il vit à la maison. C'est aussi ses propres enfants qui parfois ne vivent plus à la maison, mais c'est quand même ses propres enfants et ils viennent là. Donc, toute cette limite-là, en fait, elle est extrêmement floue et elle met les assistantes familiales souvent en porte-à-faux et assez mal à l'aise. Mais alors, et la question du coup qui se pose, c'est ok, on a un secret professionnel, mais alors comment est-ce qu'on va faire pour ne pas constituer la vie tout entière de l'enfant comme un espèce d'énorme secret géant, impartageable, et qui reste inconnu et alors pourrait presque devenir suspect. À vouloir protéger, en fait, on fabrique aussi une espèce de coque autour de l'enfant et ce qui n'est pas forcément secret, alors finit par apparaître, émerger comme un secret. Donc la notion de secret partagé n'est pas, je le disais, une notion juridique, mais une notion d'usage qui renvoie à l'article 1110 du Code de santé publique et qui établit une liste qui est distincte de la liste
des professionnels de la santé, dans laquelle on trouve notamment les assistants de services sociaux, les assistants familiaux et les éducateurs qui peuvent communiquer des informations entre eux, limitées à ce qui est pertinent, nécessaire et suffisant à la réalisation des objectifs déterminés. Alors là encore, on a le sentiment d'avoir une définition extrêmement claire et précise, et en fait, dans la pratique, dans le quotidien, à quel moment et quand est la question de la pertinence, la question de la nécessité, à un moment elle va se poser, puis après elle ne se pose plus, puis elle se pose à nouveau, et elle est différente pour chaque travailleur social, pour chaque assistante familiale, et évidemment pour chacune des histoires des enfants. Dans les services de l'aide sociale à l'enfance, l'usage est de recourir à cette notion de secret partagé pour permettre donc l'échange d'informations qui concernent un mineur. Et la question qui se pose en permanence et qui est récurrente, c'est soit on va tenter, on s'interroge sur ce qui doit être dit, ce qui doit être partagé, ce que l'on peut ou que l'on doit partager, ou au contraire ce que l'on peut ou doit retenir, soit pour s'interroger, voire s'emporter, voire tempêter sur ce que l'on ne nous a pas dit et qu'on peut incidemment apprendre à un moment donné. Et là encore, il y a une gradation en fait dans la réception de ce qui tout d'un coup ressemble à un secret qu'on ne nous aurait pas dit, et qui peut aller de choses qui pour les uns vont sembler anodines à d'autres choses qui vont sembler beaucoup plus violentes. Mais là encore, la réception ou le fait d'apprendre quelque chose à un moment donné n'est pas reçu de la même manière selon les personnes et aussi selon le moment de vie des individus. Donc les questions en permanence sont donc qu'est-ce qu'il faut partager, avec qui et surtout dans quel but. Et l'interrogation que nous, on peut porter, c'est aussi est-ce qu'il y a une différence entre communiquer une information et partager une information? Et qu'est-ce qu'on peut faire face à des non-partages qui, dans certains cas, sont quasiment systématiques? Parfois, certains dossiers d'enfants qui sont accrochés sur les étagères de dossiers d'enfants sont quasiment vides. Des enfants qui sont accueillis pendant plusieurs années, il n'y a quasiment rien dans les dossiers. Donc pour illustrer un peu ces questionnements et leur gestion au quotidien et cette manière en fait dont la parole tourne ou ne tourne pas, passe ou ne passe pas, je partirai de la description d'une situation de prise en charge d'une fratrie de 3 enfants. Et j'ai choisi cet exemple-là d'abord parce qu'il y avait plein de choses qui étaient intéressantes, mais en gros quand même dans tous les dossiers il y a des choses intéressantes, mais aussi parce que en fait j'ai assisté, en tout cas pour l'aîné des enfants, au début et à la fin de la prise en charge, qui s'est déroulée dans le temps où moi j'étais sur le terrain. Toutes les semaines, il y a une réunion d'équipe qui est très structurée, qui est structurée exactement de la même manière. Donc une réunion d'équipe qui rassemble la directrice, enfin, parfois c'est des directeurs ou directrices, et leur adjoint, qui rassemble le ou les psychologues du service et l'ensemble des travailleurs sociaux qui ne sont pas ce jour-là, à ce moment-là, appelés ailleurs. Donc tous les mardis, réunion hebdomadaire de l'équipe. Chaque semaine, un point est consacré aux nouvelles demandes de placement. On examine brièvement le dossier du mineur dont la description est apparue dans Hugo, parfois juste quelques lignes, pour savoir si, selon l'expression, on prend ou on ne prend pas. L'engagement ou le fait de prendre un dossier, sous-entendu un enfant, dépend en grande partie de si on a une place libre ou pas chez une assistante familiale dont le profil de l'enfant correspondrait aux attentes. Et ensuite, on tourne la discussion pour voir si ça pourrait coller. Et donc, ce mardi 6 décembre 2017, au moment de ce point d'information, l'assistante sociale qui était de permanence le jeudi précédent reçoit une demande pour une fratrie de 3, Asma qui a 9 ans, Lina qui a 6 ans et Mohamed qui est un bébé qui vient de naître. C'est une demande qui émane de l'aide sociale à l'enfance et donc elle reprend le dossier
qu'elle a reçu, elle le relit rapidement et elle donne les éléments dans l'ordre de sa lecture. Donc c'est une famille mixte, elle est algérienne, il est marocain. Il y a eu de nombreuses interventions depuis la naissance des enfants, plusieurs signalements. Ils sont dans un logement insalubre, ils bénéficient d'un étayage, comme on dit dans le jargon, important au niveau de l'aide d'associations qui les aident à gérer leur budget, de techniciens et d'intervenants sociaux qui les aident à faire le ménage et à apprendre à faire le ménage dans leur maison. La mère a une maladie neurodégénérative. Il y a de la violence conjugale, physique et psychologique. Lui, donc le père, est complètement démissionnaire avec les enfants. Il ne fait rien pour aider la mère et il a des problèmes d'alcool. L'aîné, Asma, donc, qui a 9 ans, est né à 6 mois en petite forme. C'est une enfant qui est souvent négligée, mais c'est aussi la confidente et le soutien de sa mère. Elle peut avoir des comportements dévalorisants vis-à-vis de Lina, sa jeune sœur, qui est handicapée, mais on ne sait pas ce qu'elle a. Et elle est souvent jalouse des autres enfants. Depuis 2008, il est mentionné dans le rapport de l'ASE qu'il y a une succession de signalements, mais qui visiblement n'ont donné suite à aucune décision un peu radicale, si ce n'est effectivement à un étayage au domicile de plus en plus important. Donc là, à ce moment-là de la lecture, il y a un brouhaha dans la salle, l'équipe s'énerve, beaucoup d'indignation en fait de mais pourquoi ils ne sont pas déjà placés, qu'est-ce qu'on va faire, et maintenant l'aînée elle a 9 ans, ça va être trop tard. Et malheureusement, l'histoire dira qu'elle ne s'en sort pas très bien. La deuxième fille, Lina, je cite, « Elle n'a rien pour elle. Elle est en surcharge pondérale. C'est le vilain petit canard de la famille. » Et quand je demande la précision, en fait, l'assistante sociale me dit que non, ça, c'est elle qui le rajoute. Elle poursuit sa lecture en précisant que Lina pourrait faire de très gros progrès et que les moments où il y a eu des prises en charge au domicile, elle a fait des progrès. Mais le problème, c'est que toutes ces prises en charge ont eu des durées courtes, selon les injonctions du juge, qu'au terme de la mesure, la prise en charge s'arrête ou alors elle passe à un autre service et que donc, d'une fois à l'autre, elle perd tous ses acquis parce qu'il n'y a aucun suivi. L'école a signalé, a donné des signalements, les enfants arrivent sales, fatigués et ont de la difficulté à être en interaction avec les autres enfants. Le juge a placé une première MIJ, mesure judiciaire d'investigation. Le rapport a été fait par une association, Espoir. Donc, tout ça, c'est dans le rapport, mais on n'a pas la date. On ne sait pas à quel moment il y a eu cette première mesure. On ne sait pas ce qu'a conclu l'association Espoir. On ne sait rien, simplement qu'au moment, quelques semaines avant ce jour-là, au moment de la naissance du 3e enfant, un garçon, Mohamed, il y a eu un signalement de l'hôpital parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de lien qui se faisait entre la mère et l'enfant. Le dossier est remonté directement chez le juge, un autre juge, qui a à son tour demandé une MIJ. Fin du rapport, les enfants sont chez les parents. Le juge envisage un placement. Donc, l'aide sociale à l'enfance a écrit cela, mais les parents ne le savent pas. Et par ailleurs, l'aide sociale à l'enfance précise que si un SAF répond favorablement à cette prise en charge, alors il faudra envoyer des travailleurs sociaux directement au tribunal pour emmener les enfants à l'issue de l'audience. Donc, les parents, à ce moment-là, potentiellement, vont apprendre que leurs enfants vont être placés et dans le même temps que les enfants partent tout de suite. Là, à nouveau, il y a beaucoup de remous dans l'équipe. Les travailleurs sociaux ne sont pas d'accord. J'ai relevé, on ne peut pas faire ça. C'est beaucoup trop violent. C'est inadmissible. On voit que ce n'est pas eux qui vont le faire. La directrice réagit en disant de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Donc, si on prend la situation, on fait ça comme ça. Donc, dans cette première partie, on note qu'il ne s'agit pas de secret, mais plutôt d'un vide d'information et d'un vide d'information à plusieurs niveaux.
dans le rapport de l'aide sociale à l'enfance, cette famille est donc suivie par l'aide sociale à l'enfance depuis extrêmement longtemps, mais finalement, les indications qui sont données sont assez parcellaires. Il est mentionné des signalements, mais en fait, on ne sait pas quel type de signalement, à part celui de l'école où les enfants arrivent sales. Et ce qu'on constate, c'est que là, on a un pattern extrêmement courant dans les demandes de prise en charge. L'équipe s'indigne de ce que rien n'a été fait jusque-là et espère obtenir des rapports complémentaires durant toute la durée de la prise en charge des enfants. Aucun des documents antérieurs ne parviendra au SAF. Donc, je l'ai dit, il y a eu une première mige, on ne connaît pas la date, on n'a pas de compte-rendu, on ne sait pas ce que le juge de l'époque en a fait. Et là, il y a à nouveau un autre silence qui semble assourdissant aux travailleurs sociaux, à savoir que le juge envisage un placement, il l'a dit à l'aide sociale à l'enfance, mais les parents ne le savent pas. Et en plus, il y a une demande dont on ne sait pas très bien si elle émane du juge ou de l'aide sociale à l'enfance, d'une prise en charge directe au tribunal. Là, ce qu'on constate, en fait, c'est que sur ce vide, sur ce rien, on construit des hypothèses. On passe 10 minutes à discuter de cette situation et on imagine, on se dit que si le juge dit ça ou fait ça, c'est qu'il estime que le danger est grand et que suite à l'audience où on aurait dit aux parents qu'on va leur retirer les enfants, ils pourraient partir. Ça, c'est aussi un mode d'analyse très très fréquent avec les parents qui sont d'origine étrangère. Et que si les parents ne savent pas que les enfants risquent d'être placés, c'est que ça va être très compliqué de travailler avec eux. On va avoir de sérieux problèmes pour établir un lien avec eux. Et que s'il y a violence conjugale, ça veut sûrement dire pour une décision aussi radicale qu'il y a violence pour les enfants. Mais bon, et là je cite, peut-être qu'ils le savent, mais qu'ils n'ont pas de preuves. Donc ça veut dire que dans tous les cas, ils ne vont pas l'écrire. Donc, cette absence d'information va susciter un exercice d'élaboration extrêmement plein, mais la conclusion, c'est que le juge doit bien avoir une raison pour faire ce qu'il fait. On décide de prendre les situations. Le problème, c'est qu'on n'a pas une famille. La question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on va séparer la fratrie ou pas ? On n'a pas une famille avec 3 places disponibles, dont notamment un bébé. Et en plus, on souligne le fait que les enfants semblent avoir des problématiques très différentes. Pour le moment, on a la place seulement pour les filles. Mais en même temps, la directrice ne veut pas refuser la situation parce que les 2 familles d'accueil auxquelles elle pense, Madame Azouz et Madame Martin, n'ont pas d'enfants depuis longtemps et ont attendu trop longtemps. Et si elles attendent plus longtemps, on va être obligé de mettre fin à leur contrat. Donc, on trouve cette situation-là. De toute façon, rien n'est fait puisque l'audience n'a pas eu lieu et c'est le juge qui va décider. Donc là, en fait, on a toute cette discussion autour du vide sur quelque chose qui n'est pas encore advenu. Conclusion, on va contacter les 2 assistantes familiales pour savoir si elles seraient OK. On va désigner sur le principe 2 travailleurs sociaux qui seront dans la salle d'attente de l'audience au cas où. Et puis à ce moment-là et seulement à ce moment-là, on dira au juge que pour le moment, on n'a pas de place pour le bébé, alors que donc le bébé, il peut être mis en pouponnière et comme de toute façon, il n'y aura pas d'alternative puisqu'ils se seront positionnés, c'est ça qui va arriver. Ils vont forcer la main au juge. J'assiste ensuite à la conversation. Donc, on désigne 2 travailleurs sociaux, François et Florence, et donc François appelle Madame Martin pour Asma. Et il lui dit, ce serait une petite fille de 9 ans, l'aînée de 3. Ils sont mal logés, la maman est malade et le papa a des problèmes d'alcool. Il y a aussi un peu de violence conjugale. Je n'entends pas la réponse, et puis ensuite il reprend, oui, vous avez raison, ça va souvent ensemble. Asma, c'est l'aînée, alors elle est très très responsabilité, il faudrait l'aider à retrouver sa place d'enfant. Et ensuite, il lui explique que tout ça, c'est que dans 10 jours. Donc, suite à cette conversation, je reprends un peu la discussion et je demande comment on passe de Asma, c'est la confidente de sa mère, elle peut avoir des comportements dévalorisants vis-à-vis de sa sœur Lina, elle est très jalouse des autres enfants. Et la réponse, c'est que
comment on passe de ça à elle est très responsabilisée et il faut l'aider à retrouver sa place d'enfant. Et c'est là en fait où la réponse c'est que le rôle d'un référent au SAF, c'est de se mettre à la hauteur de chaque enfant, de l'enfant lui-même et pas de sa famille, et de comprendre cet enfant-là, pas de travailler sur toute la famille. Ça, c'est le rôle de l'ASE. Moi, me dit-il, je suis responsable, je serai le référent de Asma, et donc je veux lui donner une chance à cette gamine. L'audience a lieu le 15 décembre. François et Florence sont dans la salle d'attente. En discutant, en attendant, ils font connaissance avec les deux petites filles et le bébé qui sont accompagnés par une assistante sociale de l'aide sociale à l'enfance. Le juge va recevoir les deux filles, mais pas le bébé. Au terme de l'audience, auquel les travailleurs sociaux n'assistent pas, la décision, il n'y a pas de délibération hein, au tribunal pour enfants, donc la décision est rendue immédiatement. Et donc la décision, c'est que les deux filles sont placées et le bébé reste chez ses parents. Toutes les réactions de l'équipe par la suite, c'est bon, bah, de toute façon, ce sera pour plus tard, il va finir par arriver chez nous, ça c'est sûr. C'est l'assistante sociale de l'aide sociale à l'enfance qui annonce aux filles, et visiblement, d'après ce que disent François et Florence, il n'y a pas eu de drame, ils sont rentrés tranquillement, même si effectivement, ils ont trouvé que les filles étaient dans un sale état, notamment avec des vêtements trop petits et sales. Ils arrivent donc avec ces deux fillettes au service. Dès la fin de l'audience, ils ont passé un coup de fil. Les familles d'accueil sont prévenues. Elles vont arriver ou elles arrivent au SAF pour récupérer les enfants. À ce moment-là, on n'a aucune autre information que ce premier dossier préalable. On ne sait même pas ce qui s'est dit dans le bureau du juge. On ne sait même pas si le juge a exigé, dit, préconisé qu'elle soit dans la même famille d'accueil ou pas. On ne sait pas quel sera le droit de visite des parents, on ne sait pas quelle sera on ne sait rien en fait. Donc elles arrivent là et personne ne sait rien. Et finalement, pendant longtemps, en fait, le jugement va finir par arriver, qui précise ça, mais un jugement c'est extrêmement succinct. Ça va être versé au dossier des filles, mais il n'y aura pas grand-chose de plus. Donc là, on est le 15 décembre. Le 10 janvier 2018, réunion d'équipe, on donne un peu des nouvelles. Chez Madame Azouz, ça va bien. C'est pas simple. Lina, donc la plus jeune, fait pipi sur elle, même dans la journée. Asma, la plus grande, ça va. On attend l'exéat pour l'inscription à l'école. Donc, dans ce temps-là, elle n'est pas inscrite à l'école puisqu'elle n'est pas désinscrite de son école précédente. La directrice souligne que, de manière extrêmement insistante, la maman demande des visites et des sorties avec ses filles et que l'aide sociale à l'enfance insiste à répétition pour des visites et des sorties de la mère avec les filles, puisque le juge a demandé cela. Et la directrice dit moi je veux bien, mais d'abord il faut rencontrer la maman, et c'est ce que j'ai dit à l'ASE. Ça ne se passe pas très bien avec l'ASE, avec les services, parce qu'ils ne veulent pas entendre ça. La référente m'a dit que ce n'était pas à nous de décider et que le juge avait autorisé les rencontres. Moi, je dis oui, mais d'abord, il faut rencontrer la maman. Donc là, encore une fois, hein, dans ce frottement entre ces deux institutions, on a cette situation. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux institutions. Elles sont à même niveau. Il n'y a pas de supérieur de l'une supérieure sur l'autre, chacune en responsabilité dans la prise en charge des enfants. Et clairement, à ce moment-là, quand ça se passe mal, la tension est palpable entre l'ASE qui prône l'intérêt de la famille et le SAF qui prône l'intérêt de l'enfant. Donc, du point de vue du SAF, qui est l'espace que je connais le mieux, ce sont eux, et notamment les assistantes familiales qui s'occupent des enfants au quotidien, qui les connaissent le mieux. On ne connaît pas les parents, et si on ne connaît pas les parents, alors on ne peut pas anticiper les modalités d'interaction entre les parents et les enfants, et on risque finalement de récupérer des gamins en morceaux sans du tout savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et qui sont les parents. C'est alors, et ça revient à répétition, impossible de mettre des mots sur ce qui se passe ou sur ce qui s'est passé. Les visites se mettent en place.
Le 17 janvier, une semaine plus tard, on revient encore sur la situation. On connaît un peu mieux les enfants, on les a observés, les assistantes familiales font des rendus en fait, précis et rapprochés du comportement des enfants. Elles sont dans 2 familles différentes, mais elles vivent en proximité, dans le même quartier. On remarque un très fort ascendant de la grande sur la petite. On remarque aussi que les 2 fillettes sont très attachées l'une à l'autre. Et la directrice se dit que peut-être il serait bon de repenser, de rediscuter de la possibilité d'un placement dans une même famille d'accueil. Et elle en profite pour faire un rappel en disant que la loi de 2016 demande à ce que, dans la mesure du possible, les enfants restent ensemble. Elle a donc contacté Madame Azouz, l'assistante familiale de la plus jeune, qui lui a répondu qu'elle voulait bien prendre les 2 filles. Alors là, on a à nouveau un espace de discussion et un espace de non-partage de certaines informations, puisque François a pris 4 jours de congé et qu'il n'a pas été informé de cette décision. Et donc, c'est sa directrice qui a téléphoné directement à l'assistante familiale au sujet de cette proposition, alors que c'est lui le référent de l'enfant. Il montre son énervement, en fait, et la directrice reprend en disant « Le juge veut qu'elles soient ensemble, la mère veut qu'elles soient ensemble, le père va prendre un avocat, et si la petite joue là-dessus, on va avoir les parents sur le dos. » Dans le même temps, François et Florence admettent qu'effectivement, la prise en charge de l'aîné chez Madame Martin est un peu raide. La fillette a dit à ses parents que dans sa famille, on l'obligeait à manger du porc. Donc surgit cette question de la religion qui est récurrente dans les prises en charge, et qu'il a assisté à une scène où la petite fille a roté sur le trottoir et après son rot, elle a dit « Alhamdulillah », et elle a ajouté en disant à ses parents que quand elle fait ça dans sa famille d'accueil, on la punissait. Par ailleurs, elle a dit à Madame Martin, son assistante familiale, que Lina, sa sœur, était son esclave. La psychologue prend la parole en parlant de Asma et de son ascendance et en rappelant qu'il faut aussi penser à la dépendance de Lina, qu'il y a un attachement profond, mais que quelque part, ça reste insupportable. La discussion arrive également autour du bébé, avec beaucoup d'inquiétude pour cet enfant qui est toujours au domicile de ses parents. Et François reprend la parole en disant « Moi, tout ça, ça m'énerve, j'arrive pas à avoir les infos, le secteur, donc l'aide sociale à l'enfance, ne me rappelle jamais et ils ne disent rien. » Là, au retour d'une visite chez les parents, Asma a dit à l'assistante familiale que sa mère lui avait dit que son père était parti avec une autre femme et quand finalement il a eu l'aide sociale à l'enfance au bout du fil, on lui a dit qu'en fait, le père allait très mal et qu'il était hospitalisé en psychiatrie. Et donc, personne ne les avait prévenus. Donc là encore, en fait, une information qui n'est pas propre à l'enfant, mais à son père. Ça n'a pas été jugé bon, en fait, de la partager avec les référents de l'enfant. Et ça fait écho, en fait, à pas mal de discussions avec des travailleurs sociaux qui soulignent sur des tas d'autres sujets que dans les réunions, les psys ne disent rien. Alors moi non plus, je ne dis pas tout. Moi, je trouve que les travailleurs sociaux, ils parlent trop. Un autre me disait, moi je donne des infos, mais je ne dis pas tout et j'attends de voir ce qu'on me donne. Quand j'estime que ça n'est pas nécessaire, alors je ne dis rien. Je ne dis pas tout, pardon. Et donc on voit effectivement comment chacun, à sa mesure, va décider de son propre chef de dire ou de ne pas dire. On a donc un espace de circulation intense de la parole. C'est des lieux où on parle tout le temps. Mais on arrive dans le service et les gens parlent et on repart du service au bout de 8 heures, les gens parlent. On parle tout le temps. Et pourtant, effectivement, il y a des informations qui ne circulent pas, dont on peut effectivement légitimement se demander si elles seraient nécessaires ou pas, mais en tout cas, tout ne circule pas dans un espace où on parle tout le temps. Là, il y a une dimension singulière, en fait, dans cet espace de discussion, c'est que quand on parle dans toutes ces paroles, en fait, on parle tout le temps d'autrui. On ne parle pas de soi-même. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de ma vie, ça n'est pas mon secret, ça n'est pas mon histoire, mais bien d'une information que je détiens sur autrui. Et donc, je vais décider, moi, pour autrui, en fait, de savoir si je partage
ou pas cette information-là. Le 31 janvier du même mois, nouvelle réunion d'équipe. Florence dit que Asma, la grande, ne va pas bien du tout. Elle a embrassé le petit-fils de Madame Martin sur la bouche. Elle a pris Asma à part. Elle en a parlé avec elle, l'assistante sociale, et elle lui a dit que ses parents et sa tante l'embrassent, elle, sur la bouche. Réaction de l'assistante sociale. Moi, je me suis dit que ça doit être culturel. Elle est marocaine, elle est algérienne. Et en fait, je pense que là, ce jour-là, je suis la seule à être restée un peu bouche ouverte en attendant que quelque chose se passe, mais non, rien de plus. Et en plus, derrière, elle a raconté qu'elle aime les films de violence et un peu porno, et que ses parents regardaient des films comme ça, et que papa et maman les obligeaient à les regarder. Et puis elle ajoute, bon, bah ça, je ne l'ai pas dit à Madame Martin, l'assistante familiale. J'ai appelé la référente ASE qui m'a dit que oui, il y avait eu des problèmes à son ancienne école. Elle embrassait tout le monde. Elle avait été exclue de l'école temporairement pour cette question. Ce n'était pas dans son dossier. Je n'étais pas au courant. Donc, autour de cette question, en fait, finalement, la seule chose à laquelle on s'intéresse vraiment, c'est à qui on va dire ou pas dire, ou de qui on n'a pas reçu la même information. Et la seule analyse qu'on propose, c'est que s'embrasser sur la bouche, ça doit être culturel, sans aller au-delà. La directrice réagit quand même en disant « Je me demande s'il ne faudrait pas faire une IP, donc une information préoccupante ». Et là, en fait, le consensus parmi les travailleurs sociaux, c'est de dire « Attention, on va trop vite ». La petite, elle est là depuis un mois, et ce qu'on a vu, c'est qu'elle raconte plein de choses. Donc, il ne dit pas qu'elle ment, mais en tout cas, elle raconte plein de choses. Et que quand même, avant de faire une IP, il faudrait peut-être creuser un peu pour essayer de démêler le vrai du faux. Donc, on ne va pas s'affoler, mais quand même, la directrice rappelle qu'ils ont un droit d'hébergement. Dans le fil de la discussion derrière, on souligne que oui, il y a un problème peut-être, mais le père, il est hospitalisé, donc il n'est pas là, donc il n'est pas à la maison, donc plus de problème. La conclusion, c'est que ce qui serait bien, c'est que la psychologue du service voit Asma un peu rapidement, ce qu'elle fait pendant plusieurs semaines à intervalles irréguliers, mais en réunion, elle dit très peu de choses sur cet enfant, si ce n'est qu'il y a beaucoup de violence en elle et que probablement elle rejoue quelque chose dans la confrontation avec la famille d'accueil, qu'il y a quelque chose de figé dans son traumatisme et que oui, le père est probablement violent, ce qu'elle dit très pudiquement, la petite fille. Donc là encore, hein, on voit qu'en fait, il y a un engrenage par rapport au silence initial, où finalement, sur le silence, on va encore construire du silence. L'enfant commence à parler, mais elle parle beaucoup. Elle dit plein de choses. Il faut démêler le vrai du faux. On ne va pas s'affoler. On fera une IP s'il y a danger. Le père n'étant plus là, il n'y a pas de danger. Et du coup, ça entraîne plutôt une absence de réaction, donc pas d'IP. Quelques mois plus tard, juin 2018, Madame Martin souligne à répétition à quel point elle est frappée par le comportement de Asma, qui insulte l'autre enfant qu'elle accueille chez elle, qu'elle l'embrasse de force sur la bouche et qu'elle cherche des choses qui font peur sur Internet. Personne n'a été en mesure de savoir ce que c'était que ces choses qui font peur sur Internet. Et la semaine suivante, une autre assistante sociale rapporte que lors de la dernière visite des parents au SAF, elle était de permanence, elle a observé une interaction entre les parents et les enfants qui était de nature très sexuelle. Mais en fait, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre interrogation. Alors, peut-être, et c'est tout à fait plausible, que les référents de l'enfant ensuite aillent et une discussion privée avec l'assistante sociale pour en savoir un peu plus. Mais en tout cas, collectivement, ce qu'il est décidé, c'est de faire un écrit au juge. Cet écrit est fait, mais en fait, il n'est pas envoyé au juge, puisque finalement, le père n'est pas à la maison, on va attendre encore un peu. Une des phrases que j'ai entendues plusieurs fois, c'est « il est urgent de ne rien faire » ou « il est urgent d'attendre ». Je reprenne mes notes, mais je pense que j'ai eu les deux versions. Donc cet écrit existe, mais il n'est pas envoyé au juge. Et puis les choses se précipitent un peu début octobre, au retour de chez ses parents, et pour la seconde fois,
Asma, en rentrant dans sa famille d'accueil, la nuit, se lève, se déshabille intégralement et rejoint l'autre garçon qui est accueilli dans la famille d'accueil dans son lit. Et là, il y a quand même un échauffement des émotions autour de la situation. Florence rappelle qu'ils avaient fait un écrit en juin qui n'avait pas été envoyé, mais peut-être que là, maintenant, quand même, il faudrait l'envoyer au juge. On sollicite la psychologue pour aussi faire un écrit confidentiel qu'elle enverrait au juge. Et à ce moment-là, cerise sur le gâteau, la référente de ce petit garçon qui est accueilli dans la même famille dit que ça pose un énorme problème parce que le truc, en fait, c'est que ce garçon, qu'on va appeler Thomas, pour ce garçon, il y a une suspicion de relation incestueuse avec sa mère en présence de son père. La F n'est pas au courant. On ne lui a pas dit parce qu'on ne voulait pas en rajouter une couche. Elle sait juste que la relation de l'enfant et de sa mère est compliquée. Et donc, tout le monde souligne que peut-être entre les deux enfants, il y a quelque chose qui se rejoue à ce niveau-là. En tout cas, l'observation de l'assistante familiale, c'est que Asma provoque ce petit garçon, Thomas, en permanence, et que sa réaction à lui, c'est de la frapper. Il ne la supporte pas et elle le provoque à répétition en se présentant devant lui toute nue, ce qui le rend fou, en fait, et il la frappe. Donc, elle cherche ça, dit-on. Et là, la psychologue se demande si c'est vraiment bon pour elle de revoir son père. Et à ce moment-là, on apprend par la psychologue que le père est revenu à la maison, mais personne n'en avait été informé. La semaine suivante, Florence, la travailleuse sociale, s'est un peu renseignée et les choses qui font peur, c'est que, par exemple, chez elle, au moment de l'Aïd, elle a vu un mouton égorgé dans la baignoire. Et on apprend que dans un des signalements, ça, c'était écrit noir sur blanc qu'il y avait un mouton égorgé dans la baignoire, mais pas que les enfants pouvaient visionner des films pornographiques. Donc la travailleuse sociale souligne que ça va crescendo, que l'assistante familiale est au bord de craquer, elle n'en peut plus, elle donne des alertes à répétition et surtout elle commence à avoir peur. Elle se demande si on ne va pas dire que c'est chez elle que ces choses se passent et que là, ça devient urgent d'envoyer une note au juge pour interdire les visites avec le père, ce qui est compliqué parce que la petite fille a besoin de voir sa maman, mais si le père est au domicile, il ne peut pas y avoir de sortie chez les parents. Par ailleurs, elle a fait une demande de suivi psychologique en CMP, centre médico je ne sais plus quoi, mais que pour le moment, il n'y a pas de place et qu'elle est sur une liste d'attente qui est un peu comme un jour sans pain. La directrice dit que quand même face à l'urgence de la situation, il faudrait essayer de chercher une prise en charge psy en libéral. Du point de vue des AF, j'ai presque fini, je vois l'heure qui tourne. Du point de vue si on se positionne du point de vue des AF, peu de temps avant ce moment-là, à l'automne, il y avait eu un groupe d'analyse de pratique. Donc, en fait, c'est par type d'emploi, les travailleurs sociaux, y compris les AF, se réunissent. Donc là, c'est un groupe d'AF avec un psychologue complètement extérieur au service et qui n'intervient qu'avec les assistantes familiales. Il y a un autre psychologue qui intervient dans les groupes d'analyse de pratique pour les travailleurs sociaux. Et donc, moi, j'ai assisté à cette réunion-là et justement a été évoquée la question de la transparence et notamment des comportements sexualisés. Et ce qui a beaucoup tourné entre toutes les AF présentes, et ce jour-là, Madame Martin était présente, c'est la question de la transmission des informations aux assistantes familiales et aux travailleurs sociaux. Et elles ont le sentiment qu'il y a une injonction permanente qui leur est faite de dire, d'observer, de rendre compte, mais qu'en retour, elles reçoivent très peu. Et donc, elles estiment que ça n'est pas un partage d'informations, mais une transmission à sens unique d'informations. Elles soulignent toutes, on a trop peu d'informations sur les enfants, on n'en sait pas assez.
Et à ce moment-là de la discussion, l'une d'entre elles souligne que, enfin bon, quand même au SAF, des fois, ils ne savent pas tout. Et puis, dans la discussion, il y a aussi l'idée que parfois, c'est une volonté du service de ne pas tout dire pour que l'accueil se fasse de manière neutre. Et le psychologue intervient à ce moment-là en disant qu'effectivement, en fait, quand on met une étiquette à un enfant, dès la première interaction, il est extrêmement difficile pour la personne qui connaît l'étiquette de ne pas attendre un comportement donné de l'enfant. Si on dit à l'avance qu'un enfant est violent, il y a beaucoup plus de chances qu'effectivement l'enfant soit violent. Donc l'idée, c'est de ramener à une neutralité de base pour permettre un nouveau lien éventuellement de relation entre l'assistante familiale et l'enfant. Et le psychologue dit que même l'aide sociale à l'enfance ne dit pas tout aux différents services, même quand ils placent un enfant au foyer, ils ne disent pas tout aux éducateurs. Là, il y a une réaction assez forte en disant « oui, peut-être, mais là c'est différent, nous, on est en famille, c'est dans notre famille ». Et ce qui surgit tout de suite derrière dans la discussion, c'est la peur, parce qu'on est responsable. On a peur d'être accusé par l'enfant, on a peur d'être accusé par les parents, on a peur de ce que cela pourrait produire et de ce qui pourrait se passer si un enfant fait du mal à un autre enfant, parfois de sa propre famille ou à un autre enfant accueilli, et notamment dans toutes les questions de traumatisme d'ordre sexuel, on a toujours peur qu'un enfant ayant subi, à son tour, fasse subir un attouchement ou autre chose à un autre enfant. Et donc, on a le sentiment que si on ne sait pas, alors on ne peut pas protéger les autres enfants de l'entourage. La discussion, en fait, la nature de cette discussion, pas du tout ce qui s'est dit, mais en fait, cette discussion-là qui est récurrente va à un moment donné, d'ailleurs à plusieurs reprises, mais à un moment donné, en tout cas, dans ce temps-là, parvient à la directrice, enfin, en tout cas, le problème de ça, comment protéger des enfants, notamment d'une atteinte sexuelle, quand on reçoit chez soi un enfant qui a subi des atteintes sexuelles et qu'on n'est pas au courant. Et en fait, donc j'en parle avec la directrice et elle dit le problème, c'est qu'il y a une obligation de placer. C'est-à-dire que quand le juge a dit, le gamin, il faut le prendre. On a une ordonnance du juge, il faut trouver une solution. Donc moi, je fais quoi, me dit-elle. Ce que je fais, c'est que je rabote les côtés. Ce n'est pas malhonnête, il faut le placer. Je n'ai pas le choix, je dois le placer. À la base, ce n'est pas une difficulté à gérer le placement, mais la difficulté, c'est de trouver une bonne place, de trouver la bonne place. Alors, on fait un placement et on se dit, j'espère que dans cette famille-là, ça va aller. Ce qu'on relève là, c'est que dans cette circulation d'informations, on n'a pas le même rapport entre l'aide sociale à l'enfance et le SAF. C'est-à-dire que entre ces deux institutions-là, s'il y a une rétention, ça peut se traduire ou ça peut engendrer un conflit et donc une surenchère dans la rétention de l'information. Mais que pour les travailleurs sociaux, ce conflit-là va toujours tourner de cette question de savoir, ne pas savoir récupérer une information autour de ce qu'ils estiment être le mieux pour l'intérêt de l'enfant. Entre les assistantes familiales et les SAF, il y a cette même question, mais il y en a une autre puisqu'il y a cette dimension de la responsabilité directe. Pas une responsabilité directe face au juge, quoique, mais surtout une responsabilité directe au quotidien qui est nourrie par cette dimension de la peur que les travailleurs sociaux n'appréhendent pas du tout de la même manière. Les travailleurs sociaux peuvent avoir peur pour un enfant, peur pour une famille d'accueil, ils n'ont pas peur pour eux. Les assistantes familiales, les familles d'accueil peuvent avoir peur pour elles-mêmes. Donc ne pas recevoir une information ou ne pas dire certaines choses, c'est aussi se protéger elles-mêmes et leur famille. Et à ce niveau-là, il existe tout un circuit de transmission d'informations qui ne passe que entre les AF. Par exemple, quand il y en a une qui craque, une autre va donner un coup de main, mais ça reste sous le manteau, on ne dit rien. Finalement,
pour revenir sur la fratrie, début novembre, on se rapproche de l'audience suivante. Les enfants étaient placés pour 1 an. Il faut envoyer une note de synthèse. L'écrit n'a toujours pas été envoyé au juge. Hein, et dans cette note de synthèse obligatoire qu'on transmet à l'aide sociale à l'enfance et au juge, je vous fais part de quelques-unes des phrases. On observe des comportements sexués au retour des visites chez les parents. Les enfants font écho de visionnage de films inadaptés, entre parenthèses, violence, pornographie. Les enfants rapportent des comportements violents du père. Nous préconisons de suspendre les droits d'hébergement en présence du père, qui pourrait voir ses filles en visite médiatisée. Cet écrit-là est finalement envoyé au juge. L'audience a lieu début janvier, ce qui est tout à fait illégal, hein, puisque les enfants ont été placés le 15 décembre de l'année précédente. Pour 1 an, l'audience suivante aurait dû avoir lieu avant cette date. Durant l'audience, à laquelle du coup là les travailleurs sociaux assistent, ils apprennent que le père est reparti au pays, probablement se remarier, que personne n'a aucune nouvelle, que la maman fait des séjours réguliers à l'hôpital, que le bébé est placé en pouponnière. Les droits de visite et d'hébergement chez la mère sont maintenus quand cela est possible. Donc là, on est début janvier 2019. Durant l'année 2019, le comportement de la grande... Alors, autant la plus jeune, Lina, elle suit son bonhomme de chemin. Autant le comportement de Asma va se dégrader. Ses résultats scolaires sont en chute libre. Elle se fait exclure de l'école à plusieurs reprises pour des comportements sexuels inappropriés. À partir du printemps de cette année-là, elle est suivie au CMP, mais nouveau problème, la relation CMP, assistante familiale, et CMP, travailleurs sociaux, est très compliquée. Et Florence s'énerve en réunion d'équipe en disant « Ils disent que le travail qu'ils font avec l'enfant ne nous regarde pas. Eux, ils voudraient travailler avec la mère, donc ils vont voir ça avec l'ASE, jamais avec nous. » Donc là, voilà, on a une prise en charge et personne ne sait ce qui se passe. Le placement est à nouveau renouvelé en janvier 2020, mais au printemps, au moment du confinement, l'accueil de Asma craque complètement. L'assistante familiale n'en veut plus chez elle, elle ne veut plus la garder, elle veut la rendre au service, comme on dit. Des accueils relais d'urgence sont mis en place dans une autre famille d'accueil, le temps de trouver une solution. Pendant l'été, elle va être envoyée en colonie. J'ai fini. Elle est envoyée en colonie et en famille d'accueil. Et en décembre, elle intègre un institut thérapeutique pédagogique en internat et elle passe ses vacances dans la famille relais. Elle n'a plus de contact avec la première famille d'accueil et conserve son référent SAF en plus de son référent ITEP. Il n'y a pas de transmission du dossier à l'ITEP. Et l'argument, c'est qu'elle est toujours prise en charge au SAF. Si l'ITEP veut des informations, ils n'ont qu'à nous contacter. Et du coup, très rapidement, en conclusion, on a donc toujours ce paradoxe entre transparence et protection de la vie privée des personnes. On a cet équilibre instable entre donner des informations pour une meilleure prise en charge et ne pas étiqueter un enfant, mais surtout, il est extrêmement frappant de voir que chacun parle depuis sa place et connaît souvent très mal la réalité et les contours du travail des autres. Que finalement, et surtout, que finalement, alors que chacun entend œuvrer pour l'intérêt de l'enfant, il est assez remarquable de noter à quel point la voix de celui-ci est absente des décisions qui le concernent. Il n'est pas rendu muet, mais ses paroles sont le plus souvent restituées simplement pour donner du poids à l'argument de l'adulte qui les porte. Je suis désolée d'avoir